Eh bien, bienvenue à ce webinaire sur les plans climat, air, énergie territoriaux, les PCAET. Donc, on est deux intervenants. Ben, on va se présenter peut-être pour commencer. Gilles, je te laisse démarrer. Oui, Gilles Tourol, donc je suis shifter depuis 3 ans, cofondateur du groupe local d'Angers. Et sur le groupe local d'Angers, je m'occupe particulièrement, je suis référent collectivité, donc je m'occupe particulièrement du lien avec les collectivités locales. Et simplement pour dire que j'ai travaillé dans le privé et dans le public, toujours en lien avec les collectivités locales. Donc c'est un domaine d'appétence pour moi. Merci. Alors, moi, donc, Paul Mougel, donc, je suis shifter depuis 2020. J'ai contribué au lancement du groupe local de Nancy, Lorraine. J'ai été élu pendant 2 mandats et à cette occasion, j'ai déjà travaillé sur les PCAET, ceux de 2012, avec toutes les difficultés de les faire vivre. Voilà, donc moi, les relations avec les élus m'intéressent beaucoup. J'ai participé à la grande enquête, là, euh, participe- participé à cette grande enquête auprès des élus, là, récemment. C'était très intéressant. Donc, pour vous introduire ce webinaire, donc on est bien dans la perspective des municipales et on va axer le maximum nos propos sur les perspectives proches, hein. On va pas refaire le webinaire qui avait eu lieu en juin 2023, il y a 2 ans, qui est toujours disponible sur YouTube, sur la chaîne de Shifter Nancy. Donc, on va vous présenter le rôle d'un PCAET dans la conduite des territoires, rappeler aussi le processus d'élaboration des PCAET et les implications des shifters quand on est dans un processus d'élaboration. On vous confirme l'importance des PCAET dans le cadre des municipales. On va vous expliquer pourquoi. Donc, bien sûr, vous allez rencontrer des candidats élus, bientôt élus, et on vous conseille de parcourir les plans d'action, les PCAET du territoire. Ça vous permettra d'avoir une idée déjà de l'avancement de la démarche de la transition sur votre territoire. Voilà, c'est un peu le message clé, c'est que vous preniez le temps de vous pencher sur cet outil. Vous allez voir, c'est assez très large. Donc, on a prévu de vous présenter les enjeux. C'est Gilles qui va prendre tout de suite la suite. Je vous présenterai ce que c'est un PCAET, un exemple de contenu. Et puis, Gilles reprendra sur le processus simplifié là, d'élaboration, les applications possibles. Et on sera après dans les liens avec les municipales dans 35 minutes à peu près. Et avec tout le débat qu'il y aura derrière, voilà, on pense que ça durera 1 heure et demie avec les questions comprises. Eh bien, Gilles, je te passe la parole pour les enjeux. Très bien, merci Paul. Je note que je vous signale que la présentation a été finie il y a pas très longtemps, donc il y a certainement des coquilles qu'on le corrigera dans la version définitive. Désolé s'il y en a. Alors, les enjeux des PCAET. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on pense, pour avoir travaillé pas mal avec les collectivités et vu le prisme que nous avons au niveau des shifters, qu'il est essentiel de connaître dans son territoire l'existence d'un plan climat, air, énergie territoriale. Savoir que la plupart des EPCI ont un plan climat, air, énergie territoriale. C'est une obligation normalement pour les collectivités, les EPCI de plus de 20 000 habitants. Alors, je reprécise au cas où certains ne le sauraient pas, un EPCI, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Donc, c'est l'échelle au niveau des communes, juste au niveau au-dessus des communes. Voilà. Et donc, c'est bien ces regroupements de communes, ces établissements de, de, qui portent ces plans climat-énergie territoriale. Et on pense qu'il faut connaître les plans d'action qui sont prévus dans ces plans climat-énergie territoriale. Je pense que c'est important. Et si vous ne les avez pas vus, vous verrez combien ils permettent de comprendre son territoire. Et il est essentiel aussi de savoir, et ça peut être très frustrant, c'est que ces plans climat, air, énergie territoriale ne sont pas opposables. Donc c'est plutôt un engagement qui peut être politique s'il est politisé,
mais il n'est pas opposable devant la loi, donc on ne peut pas le traîner s'il n'est pas respecté devant un tribunal administratif, par exemple. Voilà. Euh, donc, savoir, mais ça, vous le savez certainement, que les collectivités locales ont un rôle central dans la transition énergétique et écologique en local. Alors, on peut discuter, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec la collectivité locale d'Angers sur la place, la capacité d'action d'une collectivité sur la transition écologique et énergétique en local. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est forte et que la capacité d'entraînement d'une collectivité par rapport à son territoire est très importante. Voilà. Euh, bon. Et quand on examine le PCAET de son territoire, on peut apprécier le niveau d'engagement de la collectivité sur ces questions-là. Ça permet de sentir les choses. Tu peux passer à la suivante. Voilà. Alors, il y a un vrai paradoxe dans le cadre des élections municipales, c'est que l'élection du président de PCI n'est pas au suffrage direct. Il aurait dû l'être. Je pense que c'était bien dans l'esprit des législateurs à un moment donné, mais il ne l'est pas. Donc, on élit des conseils municipaux, des maires, donc, et c'est eux, c'est les maires et les conseillers municipaux euh, qui représentent, qui représentent qui représentent la commune au niveau de l'EPCI, qui vont voter le président de l'intercommunalité. Donc, on n'a pas, on va voter pour des maires, mais une grande partie des compétences qui ont trait à la transition écologique et à l'énergie sont portées par l'intercommunalité. Donc, c'est vraiment une grande difficulté. Euh, et le risque, c'est vraiment de ne pas avoir dans la campagne municipale locale les questions liées à l'intercommunalité. Alors, un exemple, des exemples de compétences qui sont portées par les EPCI, par exemple, tout ce qui tourne, l'essentiel de ce qui tourne autour de la mobilité. Donc, les transports en commun, les voiries intercommunales, le plan vélo, tout ça, c'est porté par l'intercommunalité et donc pas directement par chacune des communes de l'intercommunalité. Pareil, dans le logement, le bâtiment, tout ce qui concerne ma prime rénov, l'accompagnement technique pour la réhabilitation des logements des particuliers, par exemple, c'est porté par l'intercommunalité et plus par la commune. Si tu veux passer, voilà. Tout ce qui concerne l'énergie, c'est bien l'intercommunalité qui établit son schéma directeur des énergies, qui développe une politique de soutien des énergies citoyennes, par exemple. C'est bien l'intercommunalité qui gère la plupart des zones économiques, donc industrielles ou commerciales. Elles peuvent être encore portées par des communes, mais la plupart sont intercommunales. Voilà. Et puis, par exemple, sur Angers, le plan d'adaptation au changement climatique, il est porté par l'intercommunalité. Donc, on voit bien qu'on va voter des maires, mais c'est bien les présidents de PCI qui vont porter l'essentiel des politiques qui nous intéressent au niveau des shifters. Voilà. Alors, et dernière chose sur les enjeux, c'est que on pense que les shifters sont tout à fait légitimes et on a dans nos équipes une bonne capacité de compréhension, d'analyse et d'expression sur ces questions du PCAET. On est légitime. Et ça, c'est important de le ressentir. Euh, Simplement, il faut monter en compétence sur ces sujets-là. Et euh, voilà. Et grâce finalement à l'organisation nationale des shifters et au Shift Project, on a une vraie capacité d'influence locale. On a un poids à nous de le mettre en avant
pour agir sur nos territoires. Voilà pour les quelques enjeux. Paul, je te repasse la parole. Allô, Paul. Ton micro est coupé. Paul, ton micro est coupé. On t'entend Voilà, pas. donc je reprends. Je vais donc vous expliquer ce qu'il y a dans un PCAET. Donc la définition, donc c'est un outil de planification qui est à la fois stratégique, opérationnel, qui permet aux collectivités d'aborder l'ensemble de la problématique de air, énergie, climat sur le territoire. Donc on ne parlera pas beaucoup de la qualité de l'air, hein, c'est pas un domaine qu'on va traiter, mais voilà, ça en fait complètement partie. Ce plan d'action, il y a un plan d'action, pardon, qui est sur 6 ans, qui vise à atténuer le changement climatique, à s'adapter, à améliorer la qualité de l'air. Voilà, donc voilà, c'est donc un outil de planification qui comprend beaucoup de choses. Pour trouver son PCAET, vous avez une plateforme territoire climat de l'ADEME sur laquelle vous retrouverez, vous voyez la carte de France à droite ici qui vous montre le nombre de PCI qui ont fait leur plan climat. Et la carte de France qui n'est pas à jour, là, elle est de décembre 2023, vous voyez tout ce qui est vert, ça représente des EPCI qui ont terminé, qui ont validé leur plan climat. Mais elle n'a pas été mise à jour sur le site, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Alors maintenant, donc, quel est le cadre légal? Eh bien, il est obligatoire pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. J'ai rappelé en dessous que les différentes intercommunalités, ça peut être une communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole, hein. Il y a plusieurs noms et peut-être encore d'autres, mais les 4 noms principaux sont ceux-là. C'est issu d'une loi de la transition écologique pour la croissance verte. Et puis, on doit aligner sur la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, et la PPE, voire la PNAC3. Alors, ce sont beaucoup de cycles qu'on va peut-être voir rapidement, parce qu'on ne pourra pas tout traiter, mais les 3 cycles, les 3 derniers, c'est au niveau de l'État. La PPE, elle n'est pas encore sortie, alors que le PNAC3 a été voté il y a quelques mois. Donc, vous voyez en France 1254 EPCI. Et vous voyez la décomposition ici, là, sur le slide. Alors maintenant, comment s'articule tout ça? Donc, si on prend le plan climat qui est ici, il doit être conforme à un document de planification régionale qu'on appelle le SRADET, et puis conforme aussi au SCOT. Alors, ces sigles-là, on va peut-être les rappeler après, ou on vous les mettra dans le compte-rendu, mais on va essayer de faire simple et de centrer sur les municipales, surtout aujourd'hui. On ne pourra pas tout vous expliquer. Mais vous voyez un peu la tringlerie, mais elle est beaucoup plus complexe. Je ne sais pas si elle est encore là. Ah, mais non, on l'avait gardée. Non, on l'a pas gardée. Bon, vous retrouverez dans le compte rendu, on a d'autres articulations avec les PLUI, par exemple, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc, les obligations, donc on vient de le dire, cohérent avec le SRADET et le SCOT, schéma de cohérence territoriale. Le schéma de cohérence territoriale, il n'est pas au niveau régional, il est plutôt à une maille intermédiaire entre les EPCI. Il regroupe en général plusieurs EPCI, ça peut être la moitié d'un département. Et donc, il doit viser des objectifs ambitieux sur 5 axes: réduction des émissions de gaz à effet de serre, ben, ça va de soi puisque c'est pour le climat, l'adaptation au changement climatique, l'amélioration de la qualité de l'air, on l'a dit, et la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. Voilà. Alors j'ai précisé aussi que les projets de territoire, c'est quelque chose qui se développe actuellement avec les municipales. C'est plutôt une vision sur 10 ans qui est partagée par les élus d'un territoire, indépendamment des idées politiques, mais qui n'est pas obligatoire à ma connaissance, mais qui permet de recentrer sur d'autres enjeux et avoir une vision. Voilà. Alors, il y a d'autres obligations. Il intègre les puits de carbone.
si vous voyez de quoi on veut parler, du stockage de l'énergie, de la valorisation des énergies de récupération, l'énergie fatale, le développement des réseaux de chaleur, l'optimisation des réseaux de distribution d'énergie, gaz et électricité principalement. Et il implique tous les acteurs. C'est dans les obligations, il doit intégrer les communes qui sont membres de l'EPCI, les institutions, les entreprises, les associations, les citoyens. Voilà, il y a des enquêtes publiques. Alors, quels sont tous ces acteurs? Alors, c'est sûr que si on regarde ce schéma, sur le premier cercle, vous avez les gens qui dépendent de l'EPCI. Souvent, les agences de développement dans les grandes villes dépendent directement de la métropole ou de la communauté d'agglomération. Il y a aussi le département, la région qui est pas très loin. Oui, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Et donc, il y a aussi des chambres de commerce, chambres d'agriculture. Atmo, c'est les agences de l'air. Les bailleurs sociaux sont très proches aussi. Voilà. Et si on regarde les acteurs qui sont aussi très impliqués, c'est l'ADEME, puisqu'ils donnent les conseils, ils ont des guides, hein. Il y a 26 documents sur le site de l'ADEME. Quand vous mettez sur le moteur de recherche PCAET, donc l'ADEME est là pour les accompagner. Les préfectures, la DDT, font des avis ou donnent des conseils. La MRAE, qui est la mission régionale d'autorité environnementale, c'est pas très connu ça, mais j'ai mis une petite annotation, ça a été créé en 2016 dans un esprit de développer un meilleur fonctionnement démocratique pour les décisions environnementales, puisque les MRAE analysent aussi par exemple les projets d'éoliennes, pour ne prendre qu'un exemple. Et les rapports sont très intéressants. Et puis alors il y a d'autres partenaires comme Enedis, l'Agence des qualités de l'air, qui donne des informations, parce que pour bâtir un diagnostic, il faut beaucoup d'informations, beaucoup de données. Alors, les secteurs qui sont traités dans un plan climat, donc on l'a déjà un peu évoqué, le parc bâti, le logement tertiaire, un peu d'urbanisme, même si les PLUI traitent complètement l'urbanisme ensuite, mais le domaine est déjà abordé. La mobilité, dans toutes ses dimensions, le fret, logistique urbaine, si on est en ville, mais plus territorial si on est dans le rural. Le développement économique, même si les EPCI n'ont pas forcément la compétence développement économique, elle est surtout portée par la région, mais il y a quand même des informations intéressantes pour accompagner les entreprises, notamment sur l'adaptation au changement climatique. La maîtrise de l'énergie, donc on a le schéma directeur de l'énergie, le développement des ENR, l'alimentation, l'agriculture, et puis l'adaptation au changement climatique. La gouvernance aussi, qui est traitée, puisqu'il va bien falloir le suivre, l'évaluer au bout de 3 ans, etc. Très important, la gouvernance. C'est quelque chose sur lequel on est de plus en plus attentif quand on analyse les plans climat. Alors, bien sûr, il y a un bilan carbone. Nous, on appelle ça le BGS, bilan des gaz à effet de serre, qui couvre les activités de la collectivité avec le scope 1 et 2. Et puis, le 3 n'est pas obligatoire. Le scope 3 n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. C'est pas le plus facile à faire, mais si vous voulez obtenir directement le scope 1, 2, 3, vous allez sur Territoire au futur. Vous savez que c'est un site qui a maintenant 1 an, 2 ans peut-être, et qui vous donne par commune ou par EPCI, qui vous donne, voilà un exemple d'une page. J'ai pris un village de 1000 habitants et qui vous avez directement dès que vous avez cliqué dans la barre, vous avez cliqué Vézelise, eh bien vous avez 6440 tonnes d'équivalent CO2. Et puis même la répartition, ça peut être intéressant si vous avez des grosses industries de voir la part de l'industrie locale là ici il y a que 5%, mais dans certaines communes où l'industrie prend un gros poids dans le BGS, ça vous permet de situer directement. Voilà, alors donc le plan climat, vous l'avez vu, c'est un outil pour le pilotage de la transition. Il n'y en a pas forcément d'autres sur les territoires. Il a un pouvoir d'action réel, puisqu'il va prescrire l'urbanisme, les transports, la rénovation, la production d'ENR. Il va avoir un effet multiplicateur, parce qu'il aura de l'influence. Il aura de l'influence sur les acteurs économiques qui vont comprendre les axes stratégiques. Les citoyens vont aussi comprendre euh, comment ils peuvent contribuer et comment ils peuvent développer les ENR par des financements, puisque les financements de l'EPCI, avec des fonds propres, à travers des appels à projets ou alors des aides qui vont être abondées par d'autres partenaires,
Voilà, donc le finance, ce PCAET, voilà ce qu'il va faire. Les limites, alors maintenant, c'est que il n'est pas contraignant. C'est un document qui n'est pas opposable, comme le PLUI, par exemple. Il est surtout un grand schéma directeur. Et le risque, c'est qu'il soit oublié dans les tiroirs. Donc, le rôle des shifters, il est bien là pour rappeler qu'il y a un plan climat, qu'il va falloir le suivre. Alors, c'est pas toujours visible parce que toutes les délibérations d'un conseil communautaire, eh bien, si vous regardez bien, souvent, les délibérations font allusion au plan climat, puisque souvent, c'est la déclinaison d'une des actions du plan climat qui est délibérée. Donc, on peut penser des fois qu'il est dans le tiroir, mais non, il y a quand même des actions qui se développent. Alors, la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas toujours le lien explicite entre les objectifs et le plan d'action. Vous allez voir le contenu d'un plan climat. On n'a pas de calculette, par exemple, pour savoir de combien on va réduire les émissions de gaz à effet de serre si on rénove 1000 logements. C'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Il nous faudrait un outil pour bien voir il y a une cohérence entre les objectifs annoncés et les actions qui sont programmées. Alors, je vais prendre un exemple et ce sera pour donner un peu de concret. Donc, une structure type, eh bien, il y a donc un diagnostic qui est très, très intéressant. Vous avez beaucoup de données, ça peut aller jusqu'à 200 pages et ça couvre énormément de champs qui peuvent vous renseigner sur les territoires, aussi bien pour les émissions de gaz à effet de serre, les consommations, les réseaux de transport, la production d'énergie renouvelable et les projets existants ou futurs, et la vulnérabilité climatique du territoire. C'est des chapitres qui sont prescrits et vous avez quand même une belle matière là. Ensuite, il y a un deuxième document. Je simplifie parce qu'il y en a une dizaine de documents, hein, mais là, on va à l'essentiel, hein. Donc, le deuxième document, c'est plus les objectifs chiffrés. On va voir un exemple tout de suite. Ça s'appelle stratégie, mais je vois peu de stratégie dans ce document, mais il peut avoir quand même 30 pages. Ensuite, le plan d'action, bah, c'est celui qu'on attend le plus, c'est celui qu'on va cribler au maximum, puisque là, on est dans l'opérationnel et on va regarder sur chaque thème ou chaque objectif ce qui est prévu et ce qui va vraiment modifier le territoire. Il y a aussi un document d'évaluation environnementale qui est intéressant, mais moi, je l'utilise pas trop. Mais c'est une manière de reprendre l'ensemble et de faire un peu le maillage entre les objectifs, les actions, mais moi, je trouve que c'est souvent du verbiage. Alors voilà un exemple d'objectif formulé. Eh bien, alors là, si vous voulez, il y a les flèches rouges, c'est les objectifs de la collectivité. Il se trouve qu'ici, c'est le plan climat de la métropole du Grand Nancy. Donc en 2030, on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 et de 84% en 2050. Alors souvent, 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 ils sont plus ambitieux que les SRADET ou que les objectifs nationaux. C'est quand même des fois embêtant parce que on peut leur dire bah, vous êtes trop ambitieux, alors ils vont nous dire bah oui, mais vous êtes là souvent pour nous dire qu'on n'est pas assez ambitieux. Voilà, ben, chacun hein, peut se faire sa philosophie sur le niveau. On perd pas de temps en général sur les objectifs parce que la MRAE ou les organismes de l'État, de la préfecture sont là pour surveiller que c'est cohérent. Donc, nous, on passe plus de temps dans l'analyse sur les actions. Voilà. Donc, ici, voilà une fiche d'action pour vous donner un exemple. Cette fiche, elle a un plan pratiquement qui est imposé par l'ADEME, hein. Le contexte, qui décrit vraiment ce qui va être fait. Le pilote, on parle dans le contexte, ça situe le contexte lui-même. Le pilote, quel est le service dans le PC qui va le gérer? Est-ce qu'il y a des partenaires comme les bailleurs sociaux? Ou la description, les finalités, les moyens, les ressources, les objectifs, les indicateurs, ça c'est important, il y a des indicateurs maintenant, et le calendrier. Alors voilà, la fin de la fiche, pour vous redonner, donc on voit bien les budgets, bah ici, il y a prévu 32 millions d'euros. Alors c'est sur les 6 ans, hein, normalement, hein, c'est là qu'on voit. Alors parfois des fiches, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de pilote. Alors ça, on peut faire quand même des questions, on peut poser des questions quand même. Quand on voit que les fiches importantes, il y a pas du tout. On voit qu'ils ont pas eu le temps de terminer ou alors ils ne savent pas quoi mettre. Donc, vous voyez, des indicateurs ici, il y en a et c'est ça qu'on devrait trouver dans les tableaux de bord.
Puis, il y a un planning de recrutement de personnes. Enfin, voilà, ça dépend. Là, il y a recrutement d'un ETP. Enfin, voilà. Voilà. Puis, alors, sur les mesures qu'on peut trouver, donc ici, on a pour le Grand Nancy les mesures principales. Alors, c'est à la fois des sous-objectifs, mettre en place une zone à faible émission. Ben, voilà, c'est, ça continue quand même. Ça continue. On peut pas dire que ça s'est vraiment arrêté chez nous. Et puis voilà des exemples qu'on trouve dans un plan climat. Et à côté, j'ai mis des choses qui sont vraiment parallèles, puisque c'est notre grille de criblage, en fait, quand on fait un criblage sur la mobilité. Donc là, on peut tirer des flèches et dire ça, c'est traité, ça l'est pas. Puisque vous savez qu'on a fait une grille de criblage des plans climat avec Gilles et Dominique Meriem. Voilà, donc ça vous permet de voir un peu comment c'est communiqué. Alors, je vais te repasser la parole, Gilles, pour la partie élaboration, le processus et comment on s'implique quand on est shifter. Absolument. Alors, je vais essayer d'éviter les redites parce que dans les étapes d'élaboration du PCAET, on retrouve bien sûr la décision de la collectivité de se lancer dans le processus, donc une délibération du conseil communautaire de l'EPCI. Et ensuite, souvent accompagné par des bureaux d'études, parce qu'il y a beaucoup de travail pour mettre en place un PCAET, on lance le diagnostic territorial. Voilà. Effectivement, ça fait une trentaine de pages. C'est cohérent d'un PCAET à l'autre. Et ça aborde bien sûr tout ce qui concerne les objectifs d'amélioration ou d'évolution d'ici 2050 concernant la maîtrise de la consommation d'énergie, la réduction des gaz à effet de serre, la réduction des pollutions atmosphériques, la production d'énergie renouvelable. Et ensuite, ça essaye de le décliner par domaine. Voilà, ça essaie de, voilà, le résidentiel, le tertiaire, le transport, l'agriculture, l'industrie. Voilà, donc ces schémas-là, ils sont les mêmes sur tous les PCAET du territoire. Ensuite, on passe à l'élaboration d'un programme d'action dont on va reparler. Et puis, par exemple, à Angers, il y a, et je pense que c'est quand même une obligation, ça manque dans cette slide-là, une évaluation environnementale. Alors, faut savoir que il y a deux étapes ultérieures après tout ce travail de diagnostic, stratégie et programme d'action, et donc éventuellement évaluation environnementale, c'est que ça doit passer devant le préfet. Donc, le plan climat, air, énergie territorial doit être validé par le préfet. Et ceci après une consultation du public. Voilà. Donc, c'est avoir en tête que l'État s'implique dans la conformité, dans la vérification de la conformité d'un plan climat, air, énergie territorial par rapport à la loi. C'est important de le savoir. Bon. Et puis, une fois qu'il est fait, ce plan climat, air, énergie territorial, ben, il y a sa mise en œuvre, bien sûr, et une obligation d'évaluation à mi-parcours, donc au bout de 3 ans, sachant que la durée d'un PCAET, c'est 6 ans. Et au bout de 6 ans, il doit être réécrit, complètement révisé. Voilà. Donc ça, c'est le cycle normal d'un PCAET. Alors, la slide d'après, c'est l'exemple de la réalisation de celui d'Angers. Donc, en fait, ils ont commencé le diagnostic en février, de février à septembre 2018. D'octobre 2018 à mars 2019, ils ont fait la stratégie territoriale. D'avril à octobre 2019, le plan d'action. Et en parallèle, ils ont fait l'évaluation environnementale. Donc, en gros, 2 ans pour établir un PCET. Pendant ces 2 ans, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, des ateliers, des commissions internes, des séminaires. Il y a tout un travail qui est fait avec les partenaires, et on les verra sur la droite, les partenaires. Hein, ils ont été un petit peu cités par Paul tout à l'heure. Et puis, il y a donc ce travail avec le grand public. Alors, euh, il est plus ou moins fort, le travail avec le grand public, dans la phase d'élaboration. Il ne faut pas confondre le travail avec le grand public dans la phase d'élaboration avec la consultation du public qui est obligatoire dans la loi et qui intervient une fois que l'ensemble est réalisé. Et donc sur la droite,
on a l'exemple de tous les partenaires, de la plupart des partenaires qui ont été consultés, avec lesquels la collectivité a travaillé pour élaborer son plan d'action climat, air, énergie territoriale. Donc, il y a le conseil de ALDEV, c'est l'organisme de développement économique de l'EPCI. Il y a la CCI, il y a les producteurs et distributeurs d'énergie, il y a la filière bois, vous pouvez voir. Donc, comme il y a des plans d'action qui ont trait à l'énergie bois, ben, ils ont travaillé, par exemple, avec Atlan Bois, qui est la filière bois locale. Voilà, la chambre d'agriculture, etc. Voilà comment ça s'élabore. Et si tu passes à la slide d'après, une fois que tout le plan climat, air, énergie territoriale est écrit, il passe en consultation publique. Il peut être révisé suite à la consultation publique, plus ou moins fort. Il n'y a pas d'obligation, mais il est quand même de bon ton d'écouter le public. C'est bien l'objet même de cette consultation. Et ensuite, il est déposé en préfecture pour validation définitive. Donc, donc tout ce processus-là est extrêmement long, ce qui peut être un peu frustrant vu des fois la réactivité qu'on souhaiterait par rapport à toutes ces questions-là. Voilà. Alors, quelles sont les actions qui sont possibles pour les shifters dans le cadre de l'élaboration de ces PCAET? Alors, bien sûr, c'est de se faire connaître auprès des élus au moment du processus, prendre rendez-vous avec les élus, des vice-présidents, des fonctionnaires si c'est autorisé. Toutes les collectivités ne l'autorisent pas. Donc, c'est de participer en tant que public, cette fois-ci, aux grandes réunions de concertation en amont, voilà, éventuellement au niveau du projet de territoire. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler pour que nous nous fassions inviter en tant que shifter. Donc, voilà, il y a tout un travail d'imprégnation locale. Euh, on peut, c'est ce que l'on a fait à Angers et à d'autres endroits aussi, c'est de participer, prendre part au conseil de développement. Le conseil de développement est souvent fortement consulté. C'est un organe obligatoire aussi dans les EPCI. Et c'est un organe qui est consulté particulièrement dans le cadre d'un PCET. Donc si on y est présent officiellement, ça nous assure une place dans la démarche. On peut proposer aussi d'avoir des actions de sensibilisation auprès du grand public. Et bien sûr, on peut participer au moment de l'enquête publique. Et là, c'est là qu'on peut s'appuyer sur le travail de criblage qui aura pu être fait. Donc, on a des outils qu'on va voir un peu plus tard qui nous permettent d'apprécier la qualité et les lacunes plutôt, ce qu'on nous on appelle les trous dans la raquette dans un plan climat, air, énergie territoriale. Généralement, il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut, c'est arriver à identifier les points faibles d'un plan climat et énergie territoriale. C'est l'objet principal de la grille de criblage. Voilà. Et donc, quand on a fait cette analyse-là, on peut envoyer une contribution, alors soit par courrier directement au président de l'EPCI, soit via ce qui est prévu dans les consultations du public, donc en faisant une remarque ou une observation dans le cadre de l'enquête publique. Vas-y, tu peux passer. Voilà. Alors, quels sont les points que l'on peut surveiller regarder dans le cadre d'un plan climat et énergie territoriale? La qualité du diagnostic, bien sûr, les ambitions des objectifs sur les différents domaines, voilà. Mais là où on va véritablement agir, c'est la qualité des actions et de ce qui est prévu, de la manière de le suivre, de leur calendrier. Là, on est beaucoup plus à l'aise pour juger un plan d'action. Paul a dit tout à l'heure qu'il est très, très difficile de faire le lien entre les ambitions des objectifs, c'est très frustrant d'ailleurs, hein, entre les objectifs généraux de la stratégie et les actions. Par contre, sur les actions, là, on est tout à fait pertinent, on est très à l'aise. Ça pourrait être une démarche d'entreprise.
Donc, il faut s'assurer que quand ils se donnent des objectifs, ils ont bien prévu de les suivre, de voir le niveau d'avancement, que ça soit extrêmement concret, qu'il y ait des budgets associés, etc., etc. Voilà. Et donc, le point qui souvent est défaillant, c'est tout ce qui concerne la gouvernance et la transparence au niveau des PCAET. Parce que si la gouvernance est défaillante, vous pouvez avoir le meilleur plan d'action qui soit, même avec des actions qui sont bien construites, etc. Mais s'il n'est pas suivi, s'il n'imprègne pas toutes les structures de la collectivité, il ne donnera rien. Donc la gouvernance est essentielle pour qu'il y ait des résultats derrière un plan climat, un PCAET. Et la transparence, c'est la capacité de la collectivité à rendre compte auprès de ses administrés, de ses citoyens. Et si elle est transparente, ça veut dire que nous pouvons davantage, nous en tant que citoyens, regarder ce qui se fait et le jauger. Donc la transparence est essentielle pour l'efficacité d'un plan d'un PCAET. Voilà. Alors, les outils que l'on a proposés au niveau de notre groupe de travail, d'abord, c'est un guide méthodologique. Vous verrez où on peut le retrouver. Il est destiné en interne à l'ensemble des groupes locaux de shifters. Donc, vous retrouverez de manière beaucoup plus précise ce qu'on aborde là de manière très succincte. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter, voilà, et prendre ce dont vous avez besoin. On retrouve la grille d'analyse qui est en fait un gros fichier Excel qu'on va vous détailler, qu'on va vous présenter sommairement, et son mode opératoire, parce que l'idée, c'est qu'on guide un petit peu la manière d'utiliser ces outils. Voilà. Et le troisième point que vous allez trouver dans l'initiative, c'est un retour d'expérience des autres GL qui ont travaillé sur les PCAET. Et la manière de travailler peut être assez différente d'un GL à l'autre, avec des résultats très différents. Et donc, vous aurez, à travers cette grille de retour d'expérience, vous pourrez retrouver des exemples qui soient les plus proches possibles de ce que vous visez, vous, en local. Donc, à vous de faire votre marché. Donc, la grille d'analyse, en fait, elle s'appuie donc sur les 8 thèmes qu'a cité Paul tout à l'heure: le parc bâti, la mobilité, le fret, le développement économique, la résilience et l'adaptation, l'énergie, l'alimentation et l'agriculture, et la gouvernance. Voilà. Donc, sur chacun de ces thèmes-là, on a listé un certain nombre d'orientations, voilà, qui sont typiquement accompagner la rénovation massive du parc bâti pour la cible résidentielle. C'est une orientation. Voilà. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a les thèmes, il y a les orientations, et en dessous des orientations, on va le voir après, il y a des exemples. Voilà. Et reviens encore un petit peu, s'il te plaît. L'idée, c'est de la démarche. Donc, c'est de trouver les trous qu'il pourrait y avoir dans la raquette du PCAET. C'est d'essayer de voir si chacune des orientations a, d'une manière ou d'une autre, été abordée dans le PCAET. C'est ça la démarche. Et pour l'illustrer et pour aider au travail, donc là, tu peux passer à la suivante. Paul, voilà. Voilà. Pour chacune des orientations, on a donné des exemples. Donc, typiquement, l'accompagner la rénovation massive du parc bâti, cible résidentielle. Ben, la première, c'est un exemple de ce qui peut être fait, c'est décarboner la construction et la rénovation selon la trajectoire définie par la réglementation RE 2020. Ça peut être favoriser la rénovation du bâti existant, particulièrement dans les centres-villes. On a donné un certain nombre d'exemples pour illustrer ce que peuvent mettre les collectivités dans cette orientation-là. Voilà. Et donc, la partie droite des tableaux, c'est pour évaluer son propre PCAET à travers cette grille-là. Donc, la partie orange, c'est est-ce que ce point-là est existant, pas existant, donner les références,
et d'essayer d'évaluer la qualité de l'impact de cette action. Voilà, c'est très difficile d'évaluer. Donc, c'est une grille de 1 à 4, donc faible, assez fort, fort. Et vous voyez que c'est extrêmement subjectif. Donc, c'est un peu la difficulté de la démarche. C'est notre appréciation, globalement, de l'impact d'une action du PCAET. Voilà. Voilà ce que vous trouverez. Donc là, c'était un autre exemple sur la mobilité, mais c'est dans le même esprit. Je pense que je vais pas trop m'étendre. Tu peux y aller. Voilà. Et là, je vous ai donné un exemple de la grille de retour, des retours d'expérience. Là, il y a par exemple le groupe local de Vannes qui a fait un travail sur la collectivité d'Arc-Suc-Musillac. Voilà, donc là, on l'a pas beaucoup rempli, mais celle du Grand Paris, eh ben, on donne la taille de la collectivité concernée. Et puis, on donne un certain nombre d'éléments qui permettent d'apprécier le travail qui a été fait sur ce PCAET. Et si on a envie de creuser, eh ben, il y revient à chacun de contacter les acteurs du groupe local qui l'a fait. Donc, vous avez les coordonnées à gauche. Voilà. Donc, il n'y a rien de mieux que de s'inspirer des autres groupes locaux pour avancer. Voilà. Alors, tous ces éléments-là, vous les retrouvez dans le site Initiative des Shifters, que peut-être vous connaissez, j'espère. Sinon, allez voir ce site Initiative des Shifters et vous faites une recherche sur PCAET et donc vous allez retrouver l'analyse des PCAET, donc les outils que je viens de vous présenter, mais vous allez aussi trouver d'autres démarches qui ont été présentées dans ce site-là sur d'autres groupes locaux également. Donc, allez voir le groupe initiative des shifters. Alors, maintenant, le dernier point, c'est quel est le lien avec les municipales. Donc, vraiment, c'est ce qui va nous occuper dans les prochaines semaines, même dès à présent. Vas-y, tu peux passer. Paul. Voilà. Alors, quel est le lien? Donc, on pense que le PCAET est important dans la séquence. Et la question, c'est est-ce qu'il est connu par les candidats? Car d'abord, c'est le seul document qui rassemble les questions enfin énergie et climat, qui sont le cœur d'action des shifters. Ça, c'est vraiment c'est le seul. A priori, tous les candidats qui sont sortants ont eu à approuver leur PCAET. Donc, ils devraient connaître les actions engagées et les grandes ambitions. Et donc, ça permet je vous ai dit tout à l'heure, ça permet de jauger aussi de la qualité de l'ambition des collectivités à travers ce PCAET. Et puis, pour les nouveaux exécutifs municipaux et intercommunaux, ils devront les appliquer, ces PCAET. Et le moment venu, et ça tourne assez rapidement parce que c'est tous les 6 ans, donc forcément dans la prochaine mandature, ils devront le réviser. Donc c'est l'occasion, s'ils ne le connaissent pas bien, de les inviter à les regarder le plus attentivement possible. Donc la difficulté que l'on a quand même, c'est que on a ce fameux paradoxe, c'est que le PCAET est piloté au niveau intercommunal et que les élections sont municipales. Voilà, c'est vraiment un paradoxe de base. Donc, toutes les collectivités n'ont pas encore de PCAET, même celles qui ont plus de 20 000 habitants. Et je pense qu'il n'en reste pas beaucoup qui sont dans cette situation. Donc, il y a toujours cette difficulté qu'il est difficile de faire le lien entre stratégie et plan d'action. Voilà. Euh, et puis, la dernière difficulté, c'est qu'on peut avoir des ambitions fortes, mais comment sait-on qu'on en est des résultats? Et il est très le baisse effective, liée d'ailleurs à la quantité de ces émissions. Donc c'est vraiment une des difficultés. Ça arrive peut-être au terme du PCAE jugé de ton résultat effectif. Voilà, c'est ça l'enjeu. Euh, donc c'est un moment
le PCAET arrive à un moment stratégique. euh, les PCAET ont été faits dans les 6 dernières années. Donc, il y a eu ou il va y avoir un bilan à mi-parcours. Voilà, donc peut être plus ou moins bien fait. Donc, c'est aussi l'intérêt, c'est de s'impliquer dans ou de regarder quelle est la transparence. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Excuse-moi. Quelle est la transparence de la. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, excuse-moi, pardon. Quelle est la transparence que met la collectivité dans la présentation de son bilan intermédiaire? Si elle est très transparente, ça veut dire qu'elle compte dessus. Si elle est gênée et que ça n'a pas beaucoup avancé, elle va faire le minimum en matière de transparence. Bon. Et on pense que c'est l'occasion pour nous de politiser certains sujets intercommunaux, euh, de faire en sorte que les programmes électoraux des communes investissent les sujets intercommunaux et en quelque sorte politisent certains sujets intercommunaux au niveau communal. Vas-y, Paul. Voilà. Pour nous, du point de vue des shifters, le PCAET est une opportunité pour monter en compétences. On a des équipes qui veulent s'investir sur les municipales, qui n'ont pas forcément de compétences au niveau du fonctionnement des collectivités, de ce qui se fait sur leur territoire. Et donc, c'est vraiment un très bon outil pour monter en compétence les équipes, bien comprendre son territoire et aussi de comment fonctionne une collectivité. Et puis, le deuxième intérêt pour nous, c'est que ça permet de porter dans le débat public de manière étayée les enjeux énergie-climat. Parce que finalement, les collectivités, à un moment donné, se sont engagées là-dessus. Donc c'est l'occasion de voir comment ils se sont appropriés ces sujets-là. Voilà pour les enjeux. Alors, ça peut être pour illustrer un petit peu l'intérêt dans la relation qu'on peut avoir avec les candidats dans le cadre des municipales. On pourrait avoir un certain nombre de questions de ce type-là à poser aux candidats. Avez-vous connaissance du contenu du PCAET de votre territoire? Et quel est selon vous l'enjeu des sujets portés par ce document? Donc, pour savoir quelle importance il lui donne, finalement, ou qu'il donne à ces sujets énergie-climat. Euh, Est-ce qu'il sait comment sont pilotés les plans d'action? Quelle est la visibilité donnée aux citoyens? Et surtout, est-ce que pour eux, c'est suffisant? Est-ce que c'est adapté? Euh, Question plus subtile peut-être, quelle est la contribution attendue de votre commune à l'atteinte des objectifs du PCAET? Quand il y a la réduction des gaz à effet, des émissions de gaz à effet de serre sur les bâtiments publics, ça concerne également les bâtiments communaux. Donc, quel est le lien qui est fait entre le PCI et les communes sur ces sujets, par exemple, des bâtiments communaux? Et quel pilotage ils attendraient du futur exécutif de l'EPCI. Voilà. Euh, D'autres questions, enfin bon, on peut décliner comme ça longtemps, mais c'est simplement pour dire que c'est un très bon sujet d'accroche pour aller voir des candidats et les sensibiliser sur le fait qu'il y a beaucoup de choses, s'ils ne le sont déjà, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau intercommunal. Bien sûr, ça dépend de la taille des collectivités que vous allez rencontrer. Ce discours-là ne marche pas si on va voir les grandes métropoles. Par contre, les communes de la périphérie, c'est celles qu'on l'on peut sensibiliser sur ces questions-là. Vas-y, dernière slide. Et puis, on peut se dire, si les candidats nous retournent la question, mais vous, qu'est-ce que vous verriez pour renforcer le PCAET, pour
eh ben, il y a des choses, ça dépend bien sûr des territoires, ça dépend de l'analyse que vous pourrez en faire, mais il y a des choses qui ressortent quasiment à chaque fois. C'est un, est-ce que le pilotage et la gouvernance du PCAET est suffisante? Donc souvent non. Est-ce que la sensibilisation et la formation des élus et des agents est suffisante? Souvent c'est insuffisamment abordé dans le cadre du PCAET. Est-ce que la déclinaison dans les communes et où la coopération entre les communes est suffisante? On peut penser que souvent c'est pas suffisant, voilà. Est-ce que l'ambition d'adaptation est à la hauteur des enjeux climatiques? Mais en fait, en fait, il faut préparer la question. C'est nous, quelle est l'analyse que l'on en fait et qu'est-ce que l'on verrait devoir améliorer dans le futur PCAET. Et donc ça, c'est le travail que vous pouvez faire avec la grille d'analyse. On peut passer aux questions-réponses. Je sais pas quelle heure il est, 20h54. Est-ce que vous avez des questions? Merci Gilles. Maintenant, je sais pas, vous pouvez soit prendre la parole ou alors s'il y a beaucoup de questions, vous pourrez vous lever la main. Je sais pas si on peut lever la main sur Zoom. Allez-y, on peut reprendre certains points, on peut reprendre ce que vous voulez. Première Pour question, intervenir, est-ce que je est-ce peux qu'on aura, intervenir? est-ce qu'on Alors, aura accès aux documents quelque part? Stéphane qui pose la Ouais. question, c'est bien ça? Ouais, Donc, oui, alors on va vous remettre ça sur le Discord. Je pense que ce ok, serait plus simple parfait. parce qu'on n'a pas relevé, Oui, on n'a oui, pas pas de relevé souci. les mails, hein. Ça marche, merci. Mettez-le sur le site de l'initiative. On C'est peut ça, mettre sur ils y sont. Facile d'accès. l'initiative aussi. Ouais, Oui, on va ouais, mettre le replay aussi ouais, sur l'initiative. On mettra les ouais, deux. Il y aura le lien vers pour télécharger la ouais, présentation la présentation. et Alors le moi, replay. je voudrais réagir à deux choses. Bon, merci pour cette présentation. Donc, nous, on est Grenoble-Isère. Donc, une chose importante, c'est que actuellement, il y a beaucoup d'intercommunalités qui sont sur la révision du PCAET. Hmm. C'est-à-dire que le PCAET s'est terminé en 2025 et sont en train de travailler, nous on est impliqués là-dedans, sur la révision du PCAET qui serait 2026-2031. Donc c'est une chose très très importante et les résultats du PCAET actuel, ben nous, les informations qu'on a, c'était à mi-chemin, c'est-à-dire il y a 3 ans. Et les Hmm. indicateurs de fin de PCAET, c'est-à-dire fin 2025, ben, comme ce n'est pas terminé, on n'en a pas. Et donc ça, c'est un gros reproche entre le mi-parcours qui était en 2022 et maintenant, on a très peu d'indicateurs. Le deuxième point que je voudrais soulever aussi, c'est que il nous a été dit, lorsqu'on a rencontré des listes qui se présentent au municipal sur la métropole de Grenoble, de toute façon, cette révision du PCAT ne sera pas votée dans cette mandature. Parce que le conseil municipal, le conseil communautaire va être modifié et donc ce ne sera pas voté. Donc, ce qui veut dire que les élus municipaux qui, indirectement, vont être des conseillers métropolitains, auront à voter pour la révision. Hmm. Et ça, c'est très. Enfin, je ne pense pas qu'on soit les seuls sur Grenoble-Isère à ça, puisqu'on travaille aussi sur un autre PCET, la communauté de communes du Grésivaudan, c'est 100 000 habitants, c'est plus petit. Mais eux, ils sont en train de faire aussi la révision. Alors, ils ont pris du retard pour 2026. Et comme il va y avoir des élections, j'ai entendu aussi de ce côté-là dire, de toute façon, la révision, là, elle a été votée, c'est-à-dire le Conseil communautaire l'a votée le 30 juin, donc la consultation publique va démarrer, mais qu'il va y avoir des grosses modifications avec la nouvelle mandature. Voilà ce que je voulais vous rapporter par rapport à l'expérience vécue sur Grenoble-Isère. Oui, c'est intéressant de dire que la dernière année d'une mandature, il se passe pas grand-chose. Parce qu'il y a une grande prudence sur les nouvelles actions qui risqueraient de rentrer dans les comptes de campagne.
Et puis, l'intérêt de voter des choses qui peuvent être remises en question un an après. Donc voilà, la dernière année d'une mandature, ça traîne, ça travaille quand même, mais il se passe pas grand-chose au niveau Oui, ça décision. travaille, ça travaille. Ça travaille. Bon, moi, ça Voilà me ce que je surprend voulais pas, vous mais rajouter. Ce que je note, c'est quand même que vous avez les éléments du potentiel futur PCAET. Simplement, il Oui, pourrait être modifié. Si je vous donne l'exemple d'Angers, on sait qu'ils travaillent dessus, mais on n'a aucune visibilité. Donc, euh, euh, donc réjouissez-vous d'avoir ces éléments-là parce que ça peut vous permettre mais de vous on est appuyer allé les dessus. chercher, hein. On est allé les chercher. On a une troisième communauté de communes, donc c'est une communauté d'agglomération, Voironnais. Eux, ils nous ont dit, oui, oui, on travaille dessus, on vous préviendra quand ce sera prêt. Parce que je rappelle quand même que dans la démarche, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la concertation, c'est pendant l'élaboration. Hmm. Nous, au Grenoble, on a mis un document sur le site de concertation avec, grâce à votre analyse, à la grille d'analyse, on avait fait remonter une vingtaine de points. On disait que c'était insuffisamment adressé. Ça, c'est la concertation. Par exemple, dans le Grésivaudan, on n'a pas eu accès à la concertation. Et là, ensuite, la deuxième étape après la consultation, c'est la publication, c'est-à-dire la consultation, pardon. Mais Hmm. cette consultation, elle ne se fait que quand le PCAET a été voté par la Que communauté. le projet du PCAET a été voté. Elle a été C'est voté, c'est ça. pour passer en enquête publique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais une phase très importante, c'est la concertation pendant l'élaboration. Et sur les trois exemples que j'ai, Grenoble, c'est bon, parce qu'on est rentré par la porte, par la fenêtre, donc on a été sur la concertation. Par contre, les deux autres, communauté de communes du Grésivaudan et communauté d'agglomération du Voironnais, on n'a pas du tout eu d'informations sur la concertation. Oui, oui, Mais ça, y en a-t-il eu une de concertation? il n'y en a peut-être pas, hein. Parce Ben, qu'ils sont c'est ce pas, qu'ils le nous ont niveau de dit. concertation dépend On- on- d'une communauté à l'autre, hein. Ouais, ouais. Ils nous ont dit à l'EPCI du Grésivaudan, ils disent, si, il y a eu une concertation l'année dernière au mois de décembre. On a deux personnes qui habitent sur cette communauté de communes. Et ils ont dit, ben, nous, on n'a rien reçu, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Oui, bon, Et c'est vraiment un problème, hein. C'est vraiment un problème qu'on a régulièrement, c'est que on a les documents en consultation, la deuxième étape, comme tu le disais, mais ouais, ouais, après, il y a plus beaucoup de marge de manœuvre pour changer. Donc, ça ouais, prouve qu'il tout à faut fait, vraiment agir en amont et il faut vraiment en tout à agir parce fait. que les concertations ne Ouais, sont pas vraiment organisées dans tout, elles ne sont pas obligatoires d'ailleurs, hein, je pense, ouais, hein. ouais. Bon, très bien, bah, merci beaucoup, Antoine. Et Suivant. le dernier point, je ne veux pas monopoliser, le dernier point, c'est que le comité de développement, le CODEV, là, Euh, le CODEV, en Grésivaudan, il a répondu qu'il n'était pas compétent. Donc la communauté de communes les a sollicités, ils ont répondu qu'ils n'étaient pas compétents. Bon, ben voilà, il faut leur passer notre grille de criblage. Merci beaucoup. Merci, Antoine. C'était Alors, intéressant. pour donner l'exemple du CODEV, moi, j'y étais pas encore, hein, au CODEV d'Angers, de Loire-Angers. Mais il y a eu des avis sur le suivi intermédiaire, le bilan intermédiaire. Il y a un avis très critique du Conseil de développement sur le bilan intermédiaire. Donc, en fait, et, et, le CODEV a vraiment identifié le PCAET comme essentiel et donc a haussé le ton, entre guillemets, au moment du bilan intermédiaire, dans l'espoir d'être plus écouté lors de l'écriture du futur. Mais le futur, ce sera avec la nouvelle équipe. Alors, on Donc, a quatre personnes en attente. On passerait à la question suivante. Alors, ce serait Fabien. À toi, Fabien. Tu peux poser ta question par l'oral, bien sûr. Oui, alors, bonjour. Déjà, bravo pour le remarquable travail que vous avez pu faire. C'est bien. Et on sait de quoi on parle, nous, au GL06, parce qu'on s'y est un peu attelé à notre PCAET. Alors, donc pour quelques éléments contextuels, déjà, on a constitué, au moment de la concertation publique, on a participé à un débat public.
et on s'est présenté en tant que shifter, et on a proposé notre contribution, ce qui a été accepté. Nous avons constitué une équipe à peu près d'une dizaine de shifters locaux, et on a travaillé en se répartissant les thématiques sur le PCAET de Nice Métropole. Alors, nous, on a eu la chance d'avoir en visio avec nous lorsqu'on travaillait la personne qui chapeaute. Ça c'est assez exceptionnel, hein, parce que bon, je ne pense pas que ça se fasse partout, hein. La personne qui chapeaute les équipes de diagnostic au sein de la métropole, donc quelqu'un d'estampillé, alors certes, il est contractuel, hein, mais c'est la personne qui pilote, qui fait les réunions avec tous les services de la métropole, etc., etc., et qui a été formé par le Shift. Nous, à un moment donné, on lui a dit, écoutez, est-ce que c'est pas un problème que vous assistiez à nos visios? Parce qu'il peut y avoir, déontologiquement, on peut vous le reprocher. Donc lui, pas du tout, il a assumé complètement. Donc ça a été quand même un travail très, alors pas orienté, hein, parce que nous, on n'était pas dupes quant à se faire manipuler ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça a été très constructif et ça nous a permis d'être efficaces et de repérer notamment les trous dans la raquette, comme tu dis. Donc nous, on a un gros trou dans la raquette, nous à Nice, hein, c'est que, par exemple, l'aéroport, il n'est pas du tout considéré dans le PCAET. Donc ça, c'est quand même un gros problème, parce qu'on peut pédaler dans la choucroute, et puis pédaler autant qu'on veut. Si on ne considère pas les chiffres de l'aéroport, bon, après, bien sûr, hein, on nous a donné plein de bonnes raisons. Bon, ça, je m'y attarde pas. Mais en tout cas, actuellement, on en est où? Donc, on a remis notre contribution. Les débats se clôturent et on va passer à l'étape suivante, donc qui va prendre un certain temps, hein. C'est comme le fût du canon. Et ben voilà, quoi, ça va prendre un certain temps. Voilà, je n'en rajouterai pas plus. Et donc nous, bah, bien sûr, on a communiqué au sein par le Discord, etc., au niveau national, tout ça. Donc nous, c'est complètement visible, hein, notre PCAET, le travail que l'on a fait, la contribution que l'on a fait, qui est extrêmement sourcée, très très sourcée. Et vraiment, alors un peu comme vous avez fait un travail remarquable. Bon bah, on joue dans la même cour là. C'est bien. Donc et après, le lien avec les municipales. Je vais donner un exemple. Moi, j'habite une ville de 20 000 habitants qui s'appelle Vence, qui fait partie de la métropole. Ils sont absolument pas concernés par le PCAET et pourtant, alors ils sont pas informés, ils savent pas. Ils savent pas. Alors nous, on est dans le sud, hein, il se passe quand même des choses chez nous qui se passent pas ailleurs, hein. Donc, en fait, c'est un monde extrêmement politisé et on discute pas trop projet et on discute pas trop climat, quoi, en gros, hein. Donc voilà. Donc nous, c'est un peu la complication. Enfin, en tout cas, moi, qui suis engagé aussi en politique dans ma commune. C'est extrêmement compliqué, quoi. C'est extrêmement compliqué parce que c'est trop politisé et on discute pas de technique, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc moi je voulais témoigner, mais peut-être que Sylvie qui est parmi nous, qui est notre référent GL, elle pourra aussi contribuer et apporter quelques informations supplémentaires par rapport à notre témoignage Nice Métropole. Voilà. Alors, de remarques, si vous avez des bonnes expériences, n'hésitez pas à mettre à jour le retour d'expérience, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, en fait, Ouais, allô? Attendez. en fait, je voulais justement, oui, c'est Sylvie, pardon. Je voulais, comment on fait? En fait, il est directement accessible depuis l'initiative, c'est ça? On peut Oui, l'éditer directement. normalement, on peut l'éditer D'accord. directement. Par contre, Parce que ce Paul, qu'on est-ce avait que fait, tu... nous, on a fait une initiative à nous. Oui, Et c'est bien ça. enfin, avec l'idée que s'il y en a d'autres qui voulaient, ils chercheraient. Mais effectivement, si je peux mettre ça à jour, je le ferai. Donc, j'irai voir votre initiative et je le mets à jour là-dedans. Oui. Il y en a une dizaine maintenant d'initiatives sur les plans climat, hein. Chaque GL est, incité à mettre ses grilles d'analyse ou ses contributions aussi. C'est intéressant de partager les contributions, voir comment vous avez écrit les manières de rédiger Ouais, la elle y forme. est, elle y est.
Bon, bah, c'est bien, c'est intéressant. C'est notre deliverable, en fait. C'est la contribution qu'on a mise. Ouais, elle est dans l'initiative. Si ça peut aider Merci. les autres. Merci pour ce témoignage. Moi, je pense que même dans le nord de la France, les villes ou les villages n'ont pas trop connaissance que du PCAET, de l'EPCI, hein. C'est quelque chose qu'il faudrait contractualiser. Moi, je pense que ça a été fait dans les contrats, dans les PCAET de 2012. Donc, il y avait un contrat entre la métropole et les villes pour que les villes comprennent bien qu'elles avaient une action à mener, ben, ne serait-ce que leur bâtiment à isoler, par exemple. Donc ça, c'est une idée qui n'est pas trop répandue. Alors, on continue. Attends, Merci attends, pour. attends, je voulais finir ma phrase tout à l'heure. En fait, le point qui était soulevé là, c'est le fait que des communes ne soient pas du tout au courant de ce qui se passe au niveau de l'intercommunalité et du PCAET. Et je pense que on doit pouvoir essayer de politiser ces sujets-là au sens noble du terme, en informant et en donnant toute l'information que l'on a, nous, trouvée sur les PCAET dans les communes. Et je pense que ça peut être un rôle de nous, des shifters, d'éveiller les communes aux enjeux de ces PCAET intercommunaux. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire à Suranger. C'est assez ambitieux, mais on va voir si on arrive à développer ça. C'est-à-dire d'impliquer ou ne serait-ce que de rassembler les communes qui peuvent avoir les mêmes problématiques, des problématiques communes, notamment les petites communes qui sont éloignées, qui n'ont peut-être pas beaucoup voix au chapitre. Comment faire en sorte qu'elles puissent échanger entre elles sur ces questions-là et porter d'une voix commune ces sujets-là au niveau de l'intercommunalité. Oui, moi je voudrais éclairer le mot politisé en deux mots, hein, quand tu parles il y a une note d'ailleurs qui a été posée Oui. sur il y a une note qui a été posée par Daniel sur le Discord, hein, comment politiser les municipales. Mais ça se traduit en deux mots par faire un peu de benchmarking ou de la comparaison entre les communes. Par exemple, si on veut mettre un peu de débat, il faut que certaines communes disent, mais moi, j'ai pas beaucoup de pistes cyclables. Pourquoi ma commune voisine a 3 kilomètres de pistes cyclables et moi, j'en ai pas. Vous voyez, c'est politiser, c'est souvent faire des comparaisons qui suscitent après voilà, du débat et des actions. Et il y a d'autres Non, points mais sur lesquels on peut intercomparer. ouais, mais C'est- politiser, c'est aussi mettre dans les débats. C'est simplement mettre le sujet dans le débat. Et qu'on n'ait pas des campagnes municipales qui ne traitent que des sujets purement locaux, communaux, sans parler de l'ambition ou de l'intention au niveau intercommunal. Bon, c'est peut-être illusoire, mais je trouve que ça mérite d'essayer d'investir ce sujet-là. Alors, on en serait à Nadine qui en vend des. À toi, Nadine. C'est bon. Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai Faut besoin enlever ton. d'énormément de choses. J'ai fait ma première réunion la semaine dernière. Je suis de Vendée et je suis dans le groupe 44 parce que voilà, on n'est pas nombreux. J'ai plusieurs petites questions, je vais essayer d'être rapide. Quand Antoine, il disait nous, enfin quand on parle de consultation, donc vous êtes shifter, enfin on est shifter, mais il faut être citoyen, enfin pour intervenir dans les consultations, il faut être citoyen de l'agglo, enfin ou de l'EPCI. Oui, je pense, mais on peut intervenir en tant qu'association, hein. Oui, Ouais, oui, d'accord. oui, oui. Et donc En fait, association, même, enfin si c'est association shifter, elle est pas, enfin elle est nationale, ouais, on peut le dire comme ça. Oui, vous êtes le groupe local, vous pouvez intervenir en tant que groupe local, hein, vous pouvez Ouais, alors l'affirmer. pour l'instant, il n'y en a pas de Vendée, mais il s'appelle Groupe Local Merci. 44. Bon, enfin, j'en fais partie. Je me suis mis sur la liste. C'est pas le même département. Bon, Non, mais vous à pouvez, voir, c'est pas voilà, grave. faut vous mettre d'accord sur ce que vous allez dire, puisque des fois, une seule personne peut avoir une sensibilité qui n'est pas forcément en phase avec les Oui, oui, idées du oui, non, chiffre moi, projet. Mais il faut je se suis faire pas sûre valider. encore de voir, enfin voilà, mais je pose des petites questions. Euh, Vas-y, d'accord. En fait, moi, j'ai été interpellée par ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez dit que ce qui était très, très important, c'était la gouvernance et la transparence. Et ça, j'en suis très, très convaincue. Donc, j'ai assisté au lancement du PCAET de ma communauté d'agglo. Et j'étais pas plus loin que la semaine dernière dans le cadre d'une autre association reçue par la directrice des transitions de la communauté d'agglo qui disait qu'il allait falloir qu'ils forment beaucoup leurs équipes de collaborateurs, enfin au niveau de la collectivité, quoi. Parce que, enfin, voilà, il y avait eu beaucoup de changements, mais je pense que ça peut être une difficulté. J'en suis vraiment,
enfin, ça m'a vraiment fait écho quand je vous ai entendu dire ça. Et du coup, ma question, comme je découvre vraiment le fonctionnement des shifters, hein, je suis toute nouvelle, je me disais enfin, je me demandais si c'était pas l'occasion de rebondir et dire que les shifters pouvaient former. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, quelqu'un qui avait été formé. Donc là, est-ce que c'est Shift Project? Est-ce que les shifters? Enfin, comment ça peut être Alors, ça peut être que les shifters. Le Shift Project ne va pas former des gens dans D'accord, non, les. mais je sais pas, hein, Oui, je oui, mais ça peut être les shifters. découvre. En fait, les shifters peuvent investir tous les sujets dans la mesure où ça reste dans la charte des shifters. Mais s'il y a des compétences, des envies et un besoin, on peut essayer d'y répondre. D'accord, ok. Ça dépend des forces que l'on a derrière nous et Oui, oui, c'est des ça. talents que l'on a. Bien sûr. Ok, d'accord. Bon, voilà, voilà, c'était juste des choses qui me... Merci. Et puis d'autres groupes locaux proches peuvent venir t'aider, hein, faire une Ah oui, non, mais c'est conférence. pas moi qui interviendrai, hein, je m'en sens pas encore. Alors, si je peux me permettre d'intervenir par rapport à tes questions, Nadine, Oui, de formation, c'est très clair, hein. Par exemple, quand je dis que la personne a été formée par le Shift, la personne de la métropole de Nice, c'est qu'en fait, alors moi, étant co-référent conférence sur le département, ouais. il y a deux choses. Il y a le côté formation et le côté organisation de conférences. Mais les formations dispensées par The Shift Project, pas les shifters, hein, The Shift Project, ça, c'est tout le monde y a accès, c'est open source. C'est open source. N'importe qui peut se présenter. N'importe qui. Donc ça, bah, toi, tu as envie de te former par The Shift Project, tu peux. Et quand la personne nous dit, je m'occupe des questions d'environnement au sein du PCAET, j'ai été formé par The Shift Project, bah, c'est parce qu'il y a été open source, tout simplement. Il s'est auto-formé. Et ça, toi, tu y as accès. D'accord. Voilà. Oui. Tu fais allusion aux webinaires qui sont toujours possibles de visualiser Ouais. sur le site du Shift Bah Project, oui, hein. bah Il y a oui, les bah rapports oui. qu'on peut télécharger, mais il y a toujours les webinaires qui sont là. Ouais, ouais, parce que moi, par exemple, j'ai accès à la plateforme Faucon, faux comme formation et con comme conférence. Bon, alors le mot est vraiment pas heureux, hein, là, ils auraient dû réfléchir un peu parce que franchement, c'est pas heureux du tout, hein. Moi, je Mm. préfère penser à l'oiseau plutôt que bon. Enfin bref. Mais donc, à chaque fois qu'on a des réunions, eh ben, il y a toujours un volet formation et un volet conférence parce que c'est étroitement lié en fait, parce que les contenus des thématiques dispensées par les conférenciers shifters, eh ben, ils sont très liés D'accord. au contenu de formation. Voilà. Donc, Ok, euh, donc, merci. donc voilà, as accès, hein, t'as accès, sans problème. Merci. Si ça a répondu à ta question. C'est bon, Nadine, tu avais d'autres questions peut-être encore ou non? Oui, c'est bon. Ah, c'est Julien alors. Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonsoir Paul, bonsoir Gilles, bonsoir à toutes et tous. Ma question portait sur les budgets verts. Est-ce que c'est selon vous en tout cas une métrique, ou en tout cas un outil qui est utile pour que les communes et les EPCI puissent avoir une vision. Alors normalement, ça va être du coup que sur leur giron de compétences et de financement, ou est-ce que c'est pas du tout judicieux et qu'il faut rester vraiment sur des choses territoriales avec justement les autres parties prenantes qui sont intégrées? Première chose. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des métriques de mesures qui sont pertinentes, que ce soit par exemple 1 euro par habitant pour chacun des thèmes, voilà, un petit peu un retour d'expérience pour qu'on puisse essayer de pousser vers ce qui manque souvent, c'est des métriques dans les actions et les retours des EPCI. Alors, je peux essayer de répondre. On a une collectivité qui a mis en place un budget vert, collectivité intermédiaire dans la métropole. Euh, je pense qu'ils en touchent assez rapidement les limites. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de dépenses qui tombent dans des zones grises et donc qui sont ni contre ni pour la transition dans le bon sens, et donc je pense que c'est une démarche intéressante, mais il semble, mais je ne l'affirme pas, il semble qu'elle ne puisse pas mener très très loin. Voilà.
Et sur la question des métriques, alors ça, c'est extrêmement compliqué. Sur un sujet assez pointu qui est, par exemple, les investissements nécessaires par habitant et par an au niveau du plan vélo. Hein, c'est vraiment très ciblé. Ce serait effectivement intéressant pour jauger l'ambition d'une collectivité par rapport, par exemple, à son plan vélo. Eh ben, c'est très difficile d'avoir une métrique qui soit fiable dans le contexte. D'autant que ça dépend aussi comment les collectivités comptent les finances qui sont consacrées au vélo. Quand elles refont une voirie, par exemple, et font en même temps un plan, une piste cyclable, est-ce qu'ils le mettent dans le plan vélo ou est-ce qu'ils le mettent dans le budget voirie? Et donc, c'est très bien d'essayer, c'est pas facile, voilà. D'accord. On n'a pas de métrique. Par contre, dans toute la démarche PCAET, on n'a aucune métrique de cette nature-là. Paul, tu veux compléter? Oui, moi je pense ils sont toujours très fiers de dire nous avons fait un budget vert ou nous avons fait la grille des dépenses vertes, mais c'est fait avec, c'est de l'artisanat, hein. Ils pointent dans leurs dépenses un certain nombre de choses. Moi, j'y crois pas trop, mais à voir, à suivre, hein. Il faudrait que ce soit plus encadré, surveillé, contrôlé. Ça reste une bonne idée, hein. Il faut savoir combien par habitant ils mettent en investissement ou en formation. Bon, on en parle un peu en formation, puisqu'on dit qu'il faudrait 2% du budget pour la formation des élus. On en 1%. parle. Le 1%. simple chiffre, c'est 1%. Ah C'est ben déjà voilà. énorme. Ah oui. Mais oui, c'est un sujet qui est peu abordé. C'est comme les bilans carbone, hein, les bilans carbone, c'est très peu abordé, c'est très techno. Alors bon, voilà, c'est un peu un choix stratégique quand on va voir un élu. Est-ce qu'on lui parle de quoi on lui parle? Il rentre, par quel bout on rentre? C'est un peu ça la question. Nous, là, ce soir, on essaie de vous dire, voilà, il y a une entrée pour discuter avec les élus sur le plan climat. C'est une entrée possible pour aborder les sujets normalement avec des gens qui connaissent un peu le sujet. Ah, voilà. Pour illustrer la question du plan vélo, en fait, le plan vélo était au PCAET. Dans le PCAET, dans le danger, il disait on va faire un plan vélo. Donc, ils ont fait un plan vélo. Donc, là, la case a été cochée. Et en fait, on s'est aperçu que le plan vélo, ils avaient déjà atteint les objectifs au bout de 4 ans sur les 6 ans du plan vélo. Donc, en fait, l'ambition, ils ont fait un plan vélo. L'ambition, en fait, elle était très peu ambitieuse puisqu'ils l'ont atteint avec un budget d'investissement qui n'était pas énorme, qui viennent de doubler d'ailleurs, pour vous montrer. Et ils ont atteint leur objectif bien avant la date prévue. Donc, en fait, c'est vraiment une difficulté de jauger le niveau d'ambition à travers les investissements. Mais il faut essayer. Ça vaut vraiment le coup pour le coup. Mais... Alors Sylvie, merci Julien. Sylvie, vous voulez compléter? Tu voulais... Ou alors tu n'avais pas baissé ta main Oui, peut-être? merci. Donc, voilà, moi je suis aussi je suis du GL des Alpes-Maritimes, donc j'avais deux choses que j'aurais voulu dire. La première chose, c'est par rapport à l'expérience qu'avait mentionné Fabien concernant notre action sur le PCAET de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc là, ça s'est très bien passé et ça s'est tellement bien passé que la mairie enfin le département de la métropole a bien apprécié, a discuté avec nous. Mais du coup, on s'est retrouvé assez rapidement dans une situation où comme ils disaient, ah bah ils connaissent pas mal de choses. En fait, ils ont déjà bien creusé. Ils ont commencé à nous poser des questions assez détaillées du style comment on fait ça. Par exemple, le scope 3. Ils voulaient le faire, mais ils disaient qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme métrique vraiment pour mesurer à l'échelon de l'EPCI de façon précise le scope 3 et son évolution. Comment on fait? Ou pour telle mesure, par exemple, je prends un autre exemple, pour jauger l'efficacité de ma prime rénov, on est embêté parce qu'il y a des gens qui font des travaux sans le dire, qui démarrent des process, comment on sait quels travaux ont fait les gens chez eux. Enfin, ils sont vite arrivés avec des problèmes pratiques par rapport grâce à votre super boulot, hein, par rapport aux idées que nous on leur a apportées en disant mais dans les faits, comment on peut faire ça? Et ça, nous on était, alors on cherchait un peu partout, mais et je me demande si est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait mettre en place peut-être dans un deuxième temps, dans le travail que vous faites, d'essayer de rassembler aussi un peu ces retours d'expérience,
il y a des collectivités qui ont fait le scope 3, comment ils ont fait, qu'est-ce qui a bien marché quand on étudie les bilans à mi-parcours, qu'est-ce qui a bien marché comme mesure versus d'autres mesures qui peut-être ont pas marché, qu'ils n'ont pas réussi à mesurer. Donc voilà, ce premier retour d'expérience pour pouvoir être encore une aide plus pragmatique et plus constructive dans le cas où on arrive à établir un dialogue avec notre PCI. Oui, moi je Je confirme sais que pas le ce que vous en scope, pensez, si ce serait envisageable. oui, je pense que sur les scopes, on a encore nous peut-être des trous dans la raquette aussi parce on n'a peut-être pas encore bien compris ce que comprenait le scope 3. Moi, je le dis à titre personnel, hein, parce que en lisant les choses, vue d'une collectivité, c'est pas toujours très bien défini. Alors peut-être qu'il faudrait aller chercher les documents de l'ADEME, c'est quand même eux qui font les guides. Mais nous, quand on va sur territoire au futur, moi je pense qu'on a les trois scopes d'un coup, on a tout le territoire, hein, quand on va chercher la valeur du bilan carbone du territoire. Et je pense que le 1, le 2 et le 3, ça couvre bien ce qu'on trouve directement dans la valeur qu'on a sur Alors, territoire au je pense futur. qu'ils savent, pardon, je pense qu'ils savent ce que c'est, mais ils savent pas comment le mesurer. Par exemple, l'alimentation, comment savoir les émissions relatives à l'alimentation que vont acheter les habitants de l'EPCI. Enfin, c'est des choses qui sont très compliquées. Et ils nous demandaient, est-ce que vous pourriez nous aider, nous dire s'il y en a d'autres qui le font, comment ils font, Oui, oui, c'est un bon thème d'approfondissement. C'est un peu technique, hein, mais il y a peut-être des personnes qui peuvent nous aider à écrire des choses là, sur ce sujet-là. Alors, il y a certainement l'ADEME, c'est l'ADEME En qui fait, suit l'idée, tous ce les serait d'aller par rapport aux idées d'action, d'aller un cran derrière, c'est-à-dire euh, comment les mesurer, comment le faire pour que ce soit vraiment efficace. Voilà, c'est ces choses-là qui pourraient vraiment aider aussi les EPCI à ne pas avoir peur de les mettre dans leur PCAET et puis à se dire, ben voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait comme ça fonctionne, alors on fonce. Hmm. Oui, C'est une excellente remarque. On a manqué de mettre dans les slides le fait qu'on pouvait pousser les collectivités dans leur révision de PCAET d'intégrer le scope 3 pour avoir quelque chose qui soit plus réaliste. On ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas de garantie que ce soit facile, effectivement efficace et gérable. Et effectivement, il pourrait y avoir un partage Voilà. d'expérience là-dessus, et je trouve que ça mériterait. Mhm. Rien n'empêche de dire, dans le retour d'expérience, le fameux tableau, qu'on puisse le compléter avec scope 2. Est-ce que ça comprend le scope 3 ou pas? Et si on trouve des Mhm. collectivités qui intègrent cette dimension-là, peut-être leur demander de nous faire un retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à le noter, même en Mhm. commentaire. suggestions ou Ok. d'autres questions? Et juste moi, excusez-moi, mon deuxième commentaire, c'était, je crois qu'il y a Stéphane qui l'a mentionné dans le chat aussi, c'est que une autre expérience sur notre département qui est complètement opposée, c'est effectivement une autre EPCI pour laquelle apparemment il n'y a aucun PCAET. Quand on les contacte, on n'arrive pas à avoir de réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Parce que c'est obligatoire. Je viens de partager mon écran, je ne sais pas si vous le voyez, là. Vous savez qu'il a aussi d'autres. Mhm. Pour les communes, par exemple, nous, on a une commune de 30 000 habitants qui ne fait pas de plan climat, mais elle fait voilà, le territoire engagé pour la transition écologique. Alors, ça peut servir de plan climat et c'est encore plus large que climat et énergie, hein. Ça va sur d'autres domaines. Donc, je vous l'indique au passage avec Citergy, qui est une manière de les labelliser. Mais on n'a pas le temps de développer ça, mais c'est une Mais, démarche que l'ADEME pousse quand il n'y a pas de plan climat. mais enfin, si une collectivité ne veut pas faire de PCAET, il y a peu de chances qu'elle veuille rentrer dans la démarche de tête. Je pense, hein, et je trouve qu'il serait intéressant, justement, c'est peut-être un thème à politiser, toujours au sens noble du terme, c'est-à-dire que si on fait un travail auprès des différentes communes de l'EPCI, de pousser à ce que les communes demandent à ce qu'il y ait un PCAET.
C'est ça, politiser. C'est de dire, voilà, il y a une lacune, on pense que c'est important. Qu'est-ce que si quelqu'un fait la proposition, est-ce que vous voterez en faveur de l'établissement d'un PCAET? Mais C'est- Gilles, c'est- excuse-moi, je me permets de reprendre la question, le sujet, puisque c'est moi qui ai indiqué qu'à Antibes, la CASA, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, n'avait pas de PCAET d'après le site que tu nous as montré tout à l'heure. Mhm. Déjà, est-ce que le site est à jour? Premier truc. Et est-ce que c'est une obligation légale de faire ce truc-là, ce PCAET pour la commune? Alors, je crois savoir, d'abord, c'est la loi, c'est supérieur à 20 000 habitants pour le PCI. Oui, oui, ça c'est Normalement, sûr, oui. elle a fait 190 000. Mais je crois que le Sénat récemment a voté un assouplissement dans le Ah. cadre des retours en arrière sur le climat. Donc, il est possible que il y ait encore une petite tolérance, mais Et, normalement, elle et, devrait l'avoir. et sinon, si c'était obligatoire, depuis quand c'est obligatoire? J'ai pas trouvé l'info, tu sais, toi? Il y a eu plusieurs seuils, hein. Non, Il y a eu un seuil à 50 000 en oui, Ouais. 2015 de mémoire et récemment, c'est c'est passé à 20 2018, 000. donc c'est vieux, hein. Je pense que c'est Oui, c'est 2018, quelque chose comme c'est ça. supérieur à 50 000 habitants en 2015. Moi, c'est ce que Oui, j'avais comme oui. Et le idée, hein, c'est chiffre ça? est descendu à 20 000 plus récemment. Oui, donc de toute façon, nous, c'est 198 000 habitants. Oui, Donc on était en 2015 normalement. Ok, merci. oui. Julien, tu voulais prolonger? Ouais, une dernière, un besoin de précision plutôt, c'est justement quand on va aller voir les listes, faut qu'on ait un peu le contexte du PCET. Vous en avez parlé, mais j'aimerais juste du coup être bien sûr. Si jamais il y a une refonte du PCET qui est prévue, on va dire sous 2 ans, il y a deux cas de figure. Enfin, il y a le cas de figure où c'est une refonte dans 2 ans. Donc, dans ces cas-là, on peut poser des questions sur les ambitions, les actions à mettre en œuvre. Et si voilà, il a été voté il y a à peine 1 ou 2 ans et qu'il va se prolonger pour une durée encore plus importante, quels seraient du coup dans ces cas-là les axes de mobilisation sur lesquels on peut essayer de les amener? Bah, je redirais gouvernance, parce que gouvernance et transparence. D'accord. C'est ça qui, enfin, dans tous les cas, plus il y en a, mieux c'est. Euh, comme je Parce disais, que, car pareil, le ils peuvent pas meilleur des revoir ni leur PCAET, feuille. s'il n'est pas suivi correctement, ne donnera rien. S'il n'y a pas d'ambition derrière et présentée, j'allais dire, aux citoyens, il y a peu de chances qu'ils donnent du résultat. Parce que Mais bon, c'est une idée. pour, pour être, pour être certain de bien comprendre, donc ils ne peuvent pas revoir ni leurs ambitions ni les actions, mais par contre, ils peuvent revoir les moyens alloués. Et justement, comme vous le disiez, bah, la transparence. Alors, les moyens du plan d'action peuvent absolument être vus. Le plan D'accord. vélo, du jour au lendemain, ils ont doublé le budget alloué au plan vélo. Donc ça, ils peuvent le faire. Et en fait, en fait, il y a un document. Alors nous, en local, ils nous disent le plan d'action, le PCAET, c'est pas le document sur lequel on se base. Donc ça nous arrange pas beaucoup. Par contre, c'est leur projet de territoire. Et donc, en fait, il faut qu'ils fassent un projet de territoire qui est ambitieux. Et donc, si on n'agit pas sur le PCAET, on peut essayer d'agir sur le projet de territoire de l'EPCI. C'est ça qui va permettre de décliner politiquement les budgets et adapter les budgets aux ambitions, quoi. Projet de territoire. Moi, je pense qu'il y a les deux questions que tu n'as pas données là dans cette liste-là que je revisualise. C'est une action aussi. Quelles sont vos priorités pour le prochain mandat aussi? Les actions qui sont dans le PCAET que vous allez mener et soutenir en priorité sur votre commune. Et puis quelles sont celles que vous voulez renforcer ou ajouter? On peut faire le différentiel par rapport au PCAET. C'est aussi bon, à condition que les gens connaissent un peu leur plan climat, mais c'est intéressant de leur demander leurs priorités ou celles qu'ils veulent rajouter. C'est bon, voilà. Après, ça dépend du type de commune que vous avez, hein. Il y a quand même une cartographie différente si vous allez voir une ville moyenne, un bourg ou vraiment un EPCI très rural, hein. C'est pas les mêmes enjeux, mais il y a une cartographie quand même d'enjeux, hein, selon les territoires, hein. On a beaucoup de matière, mais
ce serait quand même une réflexion qu'il faut avoir. Je pense que dans les municipales, il y a encore des réunions, mais je pense que Il est 21h30. oui, bon, c'est bientôt Est-ce ça. que proche de la fin? Parce qu'une heure et demie, c'est pas Alors, mal. on peut encore prendre une question, puis on s'arrête. Peut-être qu'il y en aurait encore une. N'hésitez pas, hein, s'il n'y a pas de questions idiotes, hein, c'est toujours Ah intéressant de oui, savoir absolument. comment vous voyez les choses ou une réflexion, parce que les municipales, il y a quand même plusieurs manières d'aborder la question, hein. Il y a des outils qui vont arriver aussi, hein. Philippe, tu voulais nous parler un peu de ça d'ailleurs. On va te laisser la parole. Tu es où, Philippe Devers? Ah, Et si je suis là, vous il est m'entendez? là. Oui, on t'entend très bien, Philippe. Peut-être tu vas peut-être nous donner quelques infos pour terminer, puis on arrêtera là. Oui, donc Philippe Dever, moi je suis GL de Roussillon, je suis l'un des 4 coordinateurs du pôle national Action Collectivité, dont le rôle est d'accompagner les GL dans leurs actions en direction des collectivités. Les municipales, c'est un enjeu stratégique pour l'association, et il y a pléthore de choses où devrait arriver cette semaine le guide de dialogue élaboré par l'équipe municipale, qui dédié, hein, il y a deux personnes qui ont coordonné ça. Le guide de dialogue, c'est 3 briques. Première brique, de maturité pour situer le niveau de conscience de la collectivité et d'action de collectivité. Deuxième brique, c'est un argumentaire. Et troisième brique, c'est des mesures clés. Donc ça va arriver cette semaine. Autre chose qui va arriver cette semaine, je pense, c'est le kit débat, un outil pour ceux qui veulent organiser des débats, des réunions publiques. On aura en octobre une formation pour les shifters sur le bloc communal qui viendra compléter un MOOC qui existe déjà un peu sur le même sujet. Et je pense qu'on fera un webinaire avec les GL dédié au municipal. Il y a d'autres réflexions en cours, mais je préfère pas en parler ce soir, d'autant qu'il est très tard. Et donc voilà, sachez que il y a beaucoup de choses qui se font au plan national avec des premiers outils qui vont arriver cette semaine ou dans les semaines à venir. Je ne veux pas être plus long parce qu'il est déjà très tard. Oui. Euh, donc, en tout cas, merci à Gilles et à Paul hein, pour la qualité de leurs interventions et merci aux participants. Merci à tout le monde. Merci, Philippe. Bonne soirée à une prochaine série. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.